Politique, bonjour à tous, bienvenue sur i24 News. Après avoir tutoyé les abîmes, c'est un bond historique pour un président de la République. C'est du jamais vu, plus 21 points dans les sondages, 21 points d'opinion favorable. Michaël Darmon, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est une popularité stabilisée ou en suspension? En tout cas, le grand bond en avant n'est plus chinois, il est hollandais. À l'étranger, nous sommes abasourdis par la barbarie, le déchaînement de violence, des villages rasés. Ça se passe au Nigeria et c'est un autre groupe terroriste qui sème la terreur, Boko Haram. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Eh bien, Boko Haram, c'est l'État islamique, c'est Al-Qaïda en Afrique, avec tout un risque d'embrasement régional, puisque c'est en train de gagner le Tchad, le Cameroun et le Niger. Tout est politique, l'extension de la menace Boko Haram. Boko Haram ou livre interdit. Tout est dit dans cette signification du nom de ce groupe terroriste. Rejet de la culture occidentale, rejet de l'enseignement des valeurs. Christian Mallard, ce groupe sévit au Nigeria depuis 2003, mais là, depuis le début de l'année, il multiplie les prises d'otages et les raids au Cameroun, aux abords du lac Tchad. C'est un barbarisme religieux qui affirme une forme de nihilisme. On tue, exécution sommaire d'enfants, de femmes, de vieillards, on ratisse les villages, 60 à 80%. La dernière opération a lieu sans précédent, mais le plus grand raid meurtrier à Baga, dans l'extrême nord-est du pays, pour des raisons à la fois religieuses et en même temps pour des raisons stratégiques, parce que les troupes de Boko Haram sont en train de gagner du terrain et l'armée nigériane, face à cela, elle ne tient pas. Avec un président qui s'appelle, écoutez, Good Luck Jonathan, moi je l'appelle Hard Luck Jonathan, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chance. Le Tchad, avec son armée, est la seule puissance dans la région qui peut damer le pion à Boko Haram. Et qu'est-ce qu'ont fait les Tchadiens récemment? Les Tchadiens, avec l'accord de la France, avec la collaboration française, ont envoyé des troupes, des blindés, à la frontière avec le Cameroun pour protéger le Cameroun. Et nous, les Français, on est en train de renforcer le dispositif à la frontière avec le Niger parce qu'on sait qu'il y a un danger Boko Haram qui gagne du terrain. Quand je disais que c'était l'État islamique, oui, c'est une forme d'État islamique qui est en train de gagner du terrain. Et il y a une contagion, il y a un risque de contagion dans toute la région avec un embrasement régional. Alors on a déjà les problèmes avec le Mali, le Niger, avec AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Maintenant, on a Boko Haram. Et je ne parle pas de la Libye où il y a un chaos politique, mais sécuritaire. Traité par quand même l'intervention française, par le fait que justement par l'opération Serval. La France, avec le Tchad, comme on vient de le dire, pas dans cette partie-là. Pas dans cette partie. D'un seul coup, il y a le feu. Il y a le feu. Et les Français en sont conscients. C'est nous qui montons au créneau, les Français. Bravo, monsieur Le Drian, qui est courageux, qui fait tout ce qu'il peut. Avec notre armée, il faut lui rendre hommage. Mais là, il y a un nouveau foyer qui s'allume de plus en plus et qui gagne le Cameroun. Donc, on s'inquiète. Les Tchadiens sont inquiets. Mais encore une fois, je le répète, heureusement que nous avons l'armée tchadienne. Quelle similitude entre Boko Haram et le groupe État islamique ? Si vous voulez, ils ont en commun cet islam radical. Oui. C'est l'islam radical. Et le mode opératoire est le même aussi. Et le mode opératoire est pratiquement le même. Donc c'est les mêmes, ce sont les mêmes. On tue, c'est la barbarie. Oui, mais attendez, d'accord, on tue, c'est terrible, c'est horrible. Mais en même temps, là, si on observe ça sur le plan de l'articulation politique, on n'est pas dans la même évolution, puisque l'État islamique... Boko Haram. Oui, mais ça, on a compris. L'État islamique, Al-Qaïda, les talibans, les Chebabs en Somalie, c'est le même combat au nom d'un islam radical. Ça n'est pas la même organisation, c'est en cela non, mais d'accord, mais c'est le même combat, c'est le même processus. Il y a une coalition et une alliance de ces groupes et de ces territoires. Je ne suis pas prophète, mais en tout cas, c'est le même combat au nom d'un islam radical qui veut gagner du terrain, qui veut conquérir, qui veut islamiser les foules. Et ce qui est en train de se passer au Nigeria. Le problème du Nigeria, qui est un pays riche, avec des ressources pétrolières énormes, avec des minerais aussi, le problème, c'est que le régime ne tient pas. C'est gouverné par des marionnettes. Monsieur Goodluck Jonathan en est l'incarnation. Et le problème, c'est que les Occidentaux ne peuvent pas résoudre tout le problème. En même temps, il y a pratiquement 1 milliard de musulmans dans le monde, qui n'est pas entièrement gagné par cette radicalité par cette envie de combattre l'Occident et de tuer. Donc, si est-ce que ce foyer-là détermine ce que est le monde musulman dans son ensemble? Non, je dirais qu'ils gagnent du terrain. C'est ça l'inquiétude. C'est que ces foyers gagnent du terrain et qu'en même temps, ces gens-là travestissent, trahissent la véritable image de l'islam au nom, ce que j'appellerais, moi, le nihilisme. Eux aussi reçoivent des aides de la part de pays étrangers ?
Boko Haram. D'où viennent les armes Boko Haram, je ne sais pas. On sait qu'il y en a d'autres qui reçoivent des armes qui vont s'approvisionner beaucoup en Libye. La Libye, dans le sud de la Libye, qui est devenu un véritable marché de l'armement, la soupe de l'armement, si je puis dire. Mais Boko Haram a aussi des relations avec AQMI, avec Al-Qaïda au Maghreb islamique. Donc tout est un petit peu réuni, tout est lié. Imbriqué. Voilà. Tout est politique. Le grand bond en avant de François Hollande. On s'attendait à un rebond après les attentats, mais pas à une telle envolée de la cote de popularité de François Hollande. Une gestion de crise unanimement saluée qui lui vaut de connaître un pic historique de popularité, plus 20%, plus 21% dans certains sondages. C'est du jamais vu pour un président de la République, Mickaël. Ah bah oui, l'expression est galvaudée, mais enfin c'est quand même le grand bond en avant dans les sondages. Il faut se référer à François Mitterrand qui en 1991, après la guerre du Golfe, avait connu un bond de 19 points. Donc en regain de popularité, il s'était après séparé de Michel Rocard, il avait donc décru. Mais là, en ce qui concerne, d'ailleurs son objectif est justement de rester jusqu'à la fin du quinquennat. Mais si on revient à François Hollande, effectivement, il retire et très rapidement et très fortement donc les fruits, comme on disait, de la gestion de la crise et donc de tout cet épisode qu'on a vécu. Bruno Le Roux, lui, le patron des députés PS, a souvent défendu la théorie de l'élastique concernant François Hollande. Et donc la remontée peut-elle être aussi rapide que la chute dans ces sondages? Est-ce que ça peut lui correspondre ou vous pensez que ça va se stabiliser? Bon, je laisse Bruno Le Roux à son talent d'analyse. Ce que je vois surtout et ce que l'on constate surtout, c'est qu'en réalité, il y a une restructuration des traits d'image profonde qui s'est faite avec cette affaire. François Hollande était qualifié d'amateur, critiqué pour son manque d'aura au point de vue international. Tout le monde veut donner l'impression aujourd'hui qu'il a enfin l'étoffe d'un président. C'est ça l'histoire. Je pense que c'est ce que l'on peut dire, c'est la transmutation. Qui arrive à tout président lorsqu'il est en train de gérer des moments difficiles, eh bien, lui est arrivé à ce moment-là. Et la manière dont il a aujourd'hui géré cet événement, le fait qu'aujourd'hui, en ce moment, il se trouve à Davos, au sommet du monde, pour la première fois, et considéré comme étant le leader... Avec tous les problèmes économiques à l'horizon. Certes, mais considéré en tout cas comme le leader de la lutte contre le terrorisme, ça fait réfléchir sur la politique qui brasse. Il y a un an, François Hollande était effectivement connu dans le monde entier parce qu'il s'était fait photographier à la une d'un journal People avec un casque de scooter pour aller voir sa maîtresse. Tout a été balayé. Le monde entier regardait François Hollande et découvrait François Hollande. Aujourd'hui, le monde entier regarde encore François Hollande et pour d'autres raisons. Ça en dit long sur effectivement la politique qui fait tout changer. La politique de récupération, la récupération politique, est-ce qu'elle va durer longtemps? Parce qu'on voit bien quand même, il y a une grosse période de récupération politique. Il y a un travail politique, mais non pas une récupération politique. Il ne faut pas se leurrer. Les Français ont donné un mandat et un ultimatum aux politiques en disant nous allons vous donner une leçon de rassemblement pendant tous ces événements et maintenant vous avez intérêt à être à la hauteur. Ça, c'est ce qui est fait. Le travail politique légitime, là vous avez raison. Il y a un travail légitime. Il ne faut pas dire qu'on a raison parce que sinon on va croire qu'on est de connivence. Mais pas du tout. Enfin, en réalité, là où effectivement il y a un travail politique légitime qui se fait, et on va en parler, c'est la réécriture du corpus de la gauche qui a complètement changé avec cet événement. Des rouages profonds se sont déclenchés avec cet événement-là, dont l'excroissance est la partie la plus visible et qui aurait pu étonner les pauvres victimes de Charlie Hebdo, c'est de voir la foule, place de la République, embrasser les policiers. Et elles vont dire aujourd'hui... Alors, avant de répondre à votre question, Manuel Valls, lui, parlons-en, il gagne 17 points dans les sondages, ce qui le place à 61% de popularité. Là aussi, c'est très important. Et justement, lors des vœux à la presse, je vous propose d'écouter le Premier ministre qui marque politiquement la situation. La relégation périurbaine, les ghettos, ce que j'évoquais en 2005 déjà, un apartheid territorial, social, ethnique qui s'est imposé à notre pays, la misère sociale auquel s'additionnent les discriminations quotidiennes parce que l'on n'a pas le bon nom de famille, la bonne couleur de peau ou bien parce que l'on est une femme. Il ne s'agit en aucun cas, et vous me connaissez, de chercher la moindre excuse. Mais il faut aussi regarder la réalité de notre pays.
Apartheid, le mot a été prononcé et Nicolas Sarkozy a été très très choqué par ce mot-là. Pourquoi il utilise ce mot, Manuel Valls? Eh bien, c'est tout simplement ce que l'on disait, il est passé aux travaux pratiques. C'est-à-dire, derrière l'Union nationale, la politique continue. Que s'est-il passé avec cet événement et ces événements en France? Tout le corpus de la gauche s'est déplacé et est revenu au centre avec les notions de sécurité, d'autorité, de lutte contre la délinquance. C'est-à-dire, l'angélisme d'une certaine partie de la gauche est terminé. Oui. Et là, Manuel Valls, il veut marquer politiquement. Il nous dit qu'en 2005, il y avait les ghettos, l'apartheid. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on fait la gauche? Qu'est-ce qu'on fait la droite? Votre indignation. Donc il y a toute cette frustration dans les banlieues, l'éducation, les problèmes. Moi j'ai envie de crier au loup parce que j'ai dit un ras-le-bol. Pourquoi on attendait 2005? On est en 2015, 10 ans après, pour nous dire qu'en 2005 ça existait déjà et qu'on n'a rien fait. Un excellent client. Mais non, vous allez dedans. mais non, ce que je vous dis, c'est d'une hypocrisie sans nom, à gauche comme à droite. Cliniquement, il fait de la politique, d'accord? Ah bah oui, Ça veut dire qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mot, il dit, regardez, puis, et d'ailleurs c'est comme ça qu'il donne même le mode d'emploi de compréhension à la fin de son propos, en disant, il est temps maintenant de regarder les problèmes en face. Et ça revient à ce que les Français ont en face dans le passé? Parce que justement, ça a été une grave erreur. Mais comme on dit, last call, c'est-à-dire que maintenant, soit on regarde les choses en face et on donne les réponses à la hauteur des problèmes, soit on va dans le mur complètement. Donc, il le marque politiquement, ce corpus qui a bougé, en disant, j'en serai le dépositaire. Et il rappelle qu'effectivement, il n'est pas un converti de la dernière heure à la lucidité, puisqu'il en a déjà toujours parlé. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait du clivage. Donc, j'avais raison. Et c'est pour ça que M. Nicolas Sarkozy, avec tout le respect il s'est offusqué du mot apartheid. Il nous fait le coup de la Vierge effarouchée, l'homme du Karcher, l'homme de la racaille, l'homme qui a toujours dit il faut cliver, il faut utiliser les mots forts, il faut faire en sorte. C'est encore à côté sa réaction. C'est pas à côté, il n'est pas dupe. Mais sans donner raison à Sarkozy. Ce qu'il essaye de faire, c'est de desserrer les taux dans lesquels il est enfermé avec l'Union nationale. Je dirais même plus, en réalité, il est dans les sables émouvants. Il est pris dans les sables émouvants de l'Union nationale et il doit s'en sortir. Alors il a donné un coup de pied. Sans donner raison à Sarkozy, est-ce que finalement le mot apartheid, quand même, on pense tout de suite à Afrique du Sud? On n'est quand même pas de situation sud-africaine. Je pense que, alors, je veux dire une chose. Moi, je décortique politiquement. Le mot est choisi à dessein. Et il ne pouvait pas y avoir de mot plus approprié, parce que soit on fait du mot qui claque, soit on fait un mot qui est tiède et que personne ne retient. Sans aucune attention. Christian, votre image de la semaine, c'est Barack Obama. Barack Obama qui s'est entretenu avec David Cameron, le Premier ministre britannique. Et il a dit, je cite, « L'Europe doit veiller à une meilleure intégration des musulmans. Notre population musulmane, elle n'a pas de problème à se sentir américaine. » Et ça vous fait réagir? Oui, ça me fait réagir parce qu'Obama n'a pas à nous donner de leçons. Je ne dis pas qu'il faut donner des leçons à Obama, c'est pas ça. Je dis simplement qu'aux États-Unis, à l'intérieur des États-Unis, et je le sais pertinemment, il y a beaucoup de mosquées où il y a des islamistes qui continuent à représenter une menace pour l'État américain. À Washington, à New York, à Chicago, dans le New Jersey, je peux vous dire que M. Obama ferait bien d'aller voir ce qui se passe dans ces mosquées. Et alors maintenant, il nous dit qu'il faut intégrer davantage, qu'il faut mieux faire. Oui, mais est-ce qu'on peut intégrer tous les musulmans de France? Il y a des musulmans qui sont des gens formidables, des gens respectables, et puis on a ces gens qui, au sein de la communauté musulmane, posent problème parce que ce sont des gens qu'on ne peut pas intégrer. Et M. Obama ferait bien de balayer devant sa porte avant de nous donner des leçons. Je regrette infiniment. Michael, votre image de la semaine, c'est une bande originale du film Timbuktu qu'on regarde. Michael, vous avez choisi ce film, pourquoi? Parce que d'abord ce film, admirable film d'Abderrahmane Sissako, qui aujourd'hui est nommé pour les Oscars, raconte l'histoire de Timbuktu, donc selon son nom original, et de l'histoire de la résistance quotidienne des habitants de cette ville, partisans et tenants d'un islam, de la musique, de la douceur et de la tolérance, face aux djihadistes qui sont venus donc emprunter,
capter, capturer donc la manière et l'état de vivre de ses habitants. C'est une leçon, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, comment résister au terrorisme et comment le terrorisme qui veut terroriser le vivre ensemble, eh bien, à l'échelle de ce village, loin de la France, loin de nos rivages, eh bien, on voit comment cette histoire a été racontée. C'est basé sur une histoire vraie. Ah oui ? C'est également un exemple de réaction cinématographique, puisque ça traite pratiquement de l'actualité, mais de manière totalement fictionnelle. Le film est sorti en 2014, donc c'est dire s'il a été tourné, écrit rapidement. Et je crois que ça raconte et ça montre que le cinéma est aussi encore un vecteur de prise de conscience politique. Je n'ai pas vu le film, Michael, mais est-ce que c'est le Mujao, le mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest qui est visé dans ce film ou pas ? Il n'est pas déterminé politiquement, mais on voit bien que c'est de toute façon les tenants de l'État islamique, de ce que l'on vit en ce moment, de ceux qui prétendent capturer donc les sagesses et la spiritualité de l'islam au nom de comportements politiques. Ça, je laisse à tous ceux qui veulent découvrir la fin. On ne va pas donner la fin du film. Merci Michael Darmon, merci Christian Mallard. Restez avec nous, juste après les informations. Nous recevrons dans la seconde partie de notre émission Joachim Pueyo, qui est député socialiste et ancien directeur de prison en France. À tout à l'heure.